Actuellement, notre livre de jeu de rôle post-cyberpunk appelé Doxa est en financement participatif sur Ulule. Vous pouvez aller voir le lien dans la description. Et ainsi, c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Geek Me More. J'en parlerai plus à la fin de la vidéo. Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Novacorp en compagnie de Benjamin de la chaîne SF Theory. Aujourd'hui on va vous parler de Doxa qui actuellement est en financement participatif. Vous pourrez trouver le lien dans la description. Et justement, j'ai donné un livre de Doxa à Benjamin que j'espère que j'ai bien aimé. Que tu as bien aimé. Et du coup il va nous poser quelques questions sur le livre autour pour qu'on puisse vous le présenter en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la chaîne de Benjamin, SF Theory, également le lien est dans la description. Je te présente peut-être déjà toi, Gabriel, ouais. Donc qui est chef de la chaîne Novacorp. Et à côté de toi, Ephraim aussi, qui monte aussi un peu de vidéos dessus, voilà. Et voilà, tous les deux, vous êtes les créateurs de Doxa. Toi, tu es plus sur l'univers et toi, je crois que tu es plus sur les règles du jeu. Donc on écrit de toute façon à deux. Moi, je suis plus partie rédaction, mais Ephraim est toujours là pour vérifier, pour complémenter les idées de l'univers et tout ça. Puis voilà. C'est ça, c'est vraiment une question de partage en fait. Voilà, donc un livre écrit à deux. C'est bien, un petit duo. Et vous avez commencé quand à peu près la création de Doxa, comment ça s'est passé et depuis quand vous y êtes dessus? Comment ça s'est passé? C'était bien? Bah ouais, c'était sympa. Non, ça fait combien de temps que vous êtes sur Doxa là? Oui, ça fait 5 ans et demi à peu près, quelques. Donc ouais. On a commencé assez jeune et maintenant on est des grands bonhommes. Ouais, on avait commencé, ça avait commencé juste comme un projet passionnel pour toi à la base, juste pour créer ton propre petit jeu de rôle pour faire quelques parties. Et après, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand quand on a voulu se lancer dans un projet créatif à deux en fait. Ouais, vraiment là on a voulu construire un projet construit, donc là ça remonte vraiment à 5 ans et demi. Parce qu'avant on avait des petites bribes d'idées, mais c'était pas un jeu à part entière. Et on parle bien de jeu de rôle post-cyberpunk, alors pourquoi post-cyberpunk plutôt que cyberpunk? Rapidement. Oui, alors le cyberpunk en fait a des codes qui sont très particuliers. Qui sont très ancrés. Quand on dit cyberpunk, on s'imagine tout de suite à quoi ça va ressembler. On imagine Blade Runner, on imagine Gandhi, tout ça. Et en fait, le cyberpunk a tendance à raconter des thématiques précises. On va attendre le cyberpunk qui va parler de telle ou telle chose. Le post-cyberpunk, lui, va avoir le contexte un peu du cyberpunk, mais va avoir une focale totalement différente. Donc des thématiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Toi qui as lu le livre, du coup, on ne se concentre pas forcément sur l'écart entre la richesse et la pauvreté, un peu, parce que c'est visuellement parlant, mais on travaille aussi beaucoup sur le langage, sur la manipulation, sur comment est-ce qu'un corpo il peut être amené à enculer ses clients, donc plus ces thématiques-là, alors que d'autres univers classiques de cyberpunk pourraient se concentrer sur le corps, alors que finalement dans Doxa on le traite un peu, mais pas autant que dans le cyberpunk classique. Aussi, dans le post-cyberpunk, les héros sont pas pareils, dans le sens où dans le cyberpunk classique c'est des anti-héros vraiment purs, c'est vraiment des punks, tu vois. Des hackers, quoi. C'est ça la base un peu cyberpunk. Les héros sont des hackers, des anti-héros un peu parfaits. C'est ça. Quand tu regardes un peu justement Blade Runner avec Descartes. C'est le film noir un peu, mais dans Doxa d'ailleurs c'est plus coloré en fait. C'est ça. Il peut faire jour. Nos protagonistes peuvent avoir des métiers, comme l'histoire en plein milieu du livre où on suit chien. On en parlera après. Oui, qui du coup a un métier de cartographe, tu vois, qui est en famille, qui est une histoire de famille à la base, tu vois. Donc voilà, on n'est pas du tout sur le même thématique du héros tout seul, même si on reprend, même si ça reste du cyberpunk. Mais voilà, on préfère dire pas cyberpunk parce que c'est clair que quand on voit les visuels qui sont très clairs, éclatants, il fait jour, on se dit tiens c'est pas habituel et on veut faire en sorte de dire non. Vous ne trouverez pas tout ce qu'il y a dans le cyberpunk classique dans Doxa. C'est ça. Et d'ailleurs, on parlait des influences juste avant, donc Blade Runner, il y a aussi un peu de Final Fantasy VII. Enfin, il y a plein d'influences, mais voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le film noir de Blade Runner ou l'aspect Midgar de Final Fantasy VII, par exemple. Vous avez essayé de faire un monde, moi je dirais presque c'est presque du cyberpunk fantasy en fait, un petit peu. C'est ça. On s'est posé pas mal de fois la question. C'est juste. C'est chiant de mettre des labels, surtout le jeu de rôle post-cyberpunk fantasy. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, on fait un mix des deux. Bah justement, c'était le terme qu'on avait utilisé au tout début. Pendant 2 ans, on utilisait le terme cyberpunk fantasy. Et finalement, on a divergé quand on a commencé à plus s'intéresser. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à plus d'œuvres autour du post-cyberpunk et des choses comme ça, qu'on a commencé un peu à avoir une autre identité. Ouais, oui.
Au début, on commençait en fait pas mal avec de la fantasy. En fait, on a commencé à la base, Doxa, c'était un détournement de Final Fantasy. Mais finalement, aujourd'hui, c'est devenu un projet qui a complètement dépassé ce stade-là et il n'y a plus rien de Final Fantasy, on a quasi tout enlevé. Mais n'empêche qu'on garde cette base et il y a toujours des tout petits trucs qui restent de l'univers de base. Du coup, ça fait que oui, à la base, c'était de la fantasy un peu, qui finalement, dessus, on a mis énormément de choses, d'autres influences qui, du coup, voilà, dépassent un peu Midgard, parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de références, il y en a, mais on a... Et justement, c'est un des trucs sur Doxa, il y a beaucoup de références. Je sais pas si t'en as chopé pas mal, mais il y en a beaucoup sur la musique, sur les films, énormément de... Sur Matrix, choses comme ça. On voit des petites références comme ça. Et en parlant vraiment là de l'univers, dans Doxa, ce qui est vachement important, en fait, c'est une ressource en particulier, c'est l'éther. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parle-nous de l'éther, parce que j'en ai trop parlé moi. L'éther, c'est vraiment la ressource la plus importante sur Doxa. C'est, pour le coup, ça remplace un peu pour nous le pétrole, l'électricité, et ça permet aussi l'utilisation de la magie. Et en fait, cette ressource est monopolisée par les mégacorporations, elle est utilisée dans les mégacités, et elle laisse 80% du monde de Doxa à l'abandon. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'utilisation de cette ressource sur Doxa, c'est que on dit que justement il y a ce monopole et donc il y a les mégacités qui sont hyper alimentées, mais ce qu'on dit c'est que c'est pas forcément vu comme une mauvaise chose sur Doxa, puisque ça a provoqué le fait qu'une grande partie de la population peut vivre dans le confort. Et comparé par exemple à notre monde où on peut avoir, je crois que c'est une personne sur 7 qui meurt de faim ou des choses comme ça. C'est vraiment, quand on voit le nombre de personnes qui peuvent... Le train dans Final Fantasy VII, voilà, il arrive. Mais voilà. Donc en gros, vraiment, c'est un peu... En effet, c'est dystopique de présenter une ressource aussi importante comme étant accumulée dans ces grandes mégacités, mais il y a aussi ce côté... c'est ce qui a permis aux habitants de Doxa de vivre dans le confort, et même si ça laisse une petite partie qui est complètement à l'esclavage et à l'abandon, finalement, c'est pas vu tant comme une mauvaise chose. Enfin, c'est pour les gens en mégacité, c'est pas forcément vu comme quelque chose de mauvais. Après, évidemment, pour les gens de monde extérieur ou personne. Et donc pour les joueurs, pour les comment on dit les caractères, les personnages que l'on jouera dans Doxa, l'éther, donc on l'a en nous, voilà. Qu'est-ce que vont être les joueurs exactement? Parce que je crois que c'est assez spécifique. Les joueurs, en fait, ils vont incarner un Éthéred. L'Éthéred va s'opposer un peu au héros du cyberpunk classique, parce que le héros du cyberpunk classique, son but, c'est un peu de chercher de l'argent pour pouvoir s'en sortir. Donc il va faire des runs, il va être à la botte d'une mission. On pense au jeu de rôle Shadowrun avec voilà, les patrons qui vont te demander une énième mission. Là, sur Doxa, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Parce que l'Éthéred, en fait, il peut avoir autant d'argent qu'il veut. À la base, c'est quelqu'un qui est illégal, qui a volé la technologie du savoir immédiat. Donc il est chassé par les chasseurs de terre, par le gouvernement, par la cyberarmée. Donc lui, son but, c'est plus de fuir et de trouver un moyen de vivre de façon confortable, et l'argent va pas forcément l'aider à ça. Ils sont traqués en fait, c'est ça en fait. Ils sont traqués et en même temps faut qu'ils survivent. Donc voilà, c'est un peu un mélange entre les deux quoi. Et en fait pour l'Éthéred, justement la façon de s'en sortir, ça va être de chercher les mystères, d'aller explorer en fait Doxa, explorer pas seulement le monde extérieur, il peut y avoir des mystères dans les mégacités, mais l'idée c'est d'un peu de découvrir tout ce qui peut sur Doxa, tout ce qui peut attiser sa curiosité, pour après aussi trouver des puces, Parce que les puces, si on peut expliquer, donc en fait c'est un peu comme dans Matrix quand il se charge en fait avec des programmes, c'est un peu ça. Il met une puce et il peut devenir, voilà, il peut être fort avec des points, fort avec une lame de type cimetière, enfin voilà, des choses comme ça. Intellectuel aussi. Ça peut être aussi intellectuel. Le japonais, s'il a envie d'apprendre le japonais. Et en fait, voilà, ces puces, en fait, ils sont donnés sous forme de cartes en jeu, et les joueurs, en fait, à chaque fois qu'ils vont se greffer une puce, ils vont avoir la carte. Ils disent, moi, je me mets cette puce sur moi. Ça va avoir des conséquences sur son physique. Mais voilà. Et en fait, il va chercher les mystères. Les mystères, c'est la technologie qui a été abandonnée et qui a créé quelque chose d'étrange. Tu vois, par exemple, une IA qui a été abandonnée dans un endroit, et dans le monde extérieur, les gens qui ne savent pas ce que c'est et qui du coup voient ça comme un mystère. Autour de ces mystères, les gens vont trouver des puces parce que les Éthéred cherchent la moindre chose qui pourrait les aider à survivre un peu plus. En fait.
Et c'est pour ça qu'ils sont amenés à utiliser leur curiosité en général, et à trouver ces puces et utiliser comme dans Matrix la technologie du savoir immédiat pour s'en sortir. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les puces, c'est pas forcément tout le temps positif. L'idée, c'est justement, on peut tomber sur une puce, pas savoir ce qu'elle fait, se la mettre sur soi, et en fait se rendre compte qu'elle a un effet extrêmement négatif qui va influencer le gameplay en fait. Un exemple de... Il y avait une puce en fait que quand tu vas la piocher, quand tu vas l'équiper, tu vas la lire, mais tu ne dois pas la montrer aux autres joueurs. Et en fait, elle va t'infliger un malus, et pour pouvoir te l'enlever, il va falloir attendre la fin d'un combat où il y a plus d'ennemis qu'il y a de joueurs, révéler cette puce, et en fait tous les ennemis vont ressusciter. Et donc il va y avoir un autre combat, et donc en gros l'idée c'est un peu de... C'est être traître, mais malgré soi en fait. Il y a une épée de Damoclès quand tu chopes cette puce. Donc les joueurs en fait vont se retrouver dans Mégacité, mais qui est un peu différente justement du monde du cyberpunk. Il y a des choses intéressantes comme des niveaux. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler? Déjà, il y a une certaine influence au Metropolis c'était Ricaro, avec différents niveaux, avec différents niveaux justement d'une grande ville un peu cyberpunk. Mais nous, on a voulu un peu développer ça en mettant différentes avec les zones d'épuration industrielles, mitoyennes et luxueuses. Et en fait, ça va représenter on peut généralement différents niveaux de luxure, mais pas que, en fait ça va aussi représenter différentes cultures aussi. Différentes manières de travailler. Donc voilà, il y a différentes strates, les gens ils habitent les uns au-dessus des autres, tout en bas on a la zone d'épuration, ensuite on a la zone industrielle, la zone mitoyenne, puis la zone luxueuse. La zone luxueuse, c'est un peu le futur un peu imaginé des années 50 en fait, voilà. Avec pas mal de formes en verre, très élaborées. Et celle juste en dessous, c'est plus le cyberpunk un peu normal quoi. C'est plus le cyberpunk classique. C'est comme on le décrit, c'est un peu une espèce d'immense zone commerciale. Alors évidemment, les gens peuvent y travailler, mais c'est une zone qui est là pour attirer les gens. C'est une zone qui est là pour te capturer, pour t'emprisonner, pour te donner envie de rester glandé dans la cité jour et nuit, comme on le dit. Et la zone d'en dessous, du coup la zone d'épuration. Le truc c'est que quand une personne n'a pas la possibilité de payer un loyer dans sa zone, il est forcément envoyé dans la zone du dessous. Donc des fois ils peuvent jongler, c'est-à-dire aller à la zone du dessus, il a plus le loyer, il revient, il travaille assez pour pouvoir revenir. Donc voilà, les gens jonglent un peu, et puis voilà, il n'y a pas de prison, donc tout le monde est envoyé dans les zones d'épuration, ce qui fait que ça crée énormément de possibilités de scénarios, parce qu'on a énormément d'environnements, surtout qu'on a beau avoir la zone mitoyenne, c'est tellement grand, c'est séparé en plein de petits quartiers. Oui, on peut faire toute une histoire juste dans la zone mitoyenne. Oui, c'est ça. Chaque quartier a tellement sa politique que tu peux avoir un quartier qui soit juste pro-machine, ou un quartier qui est quelque chose de particulier en fait, et que ce soit juste dans la zone mitoyenne. Et du coup, voilà, en plus avec la zone industrielle, on apporte tout un nouveau décor, toute une nouvelle thématique du travail. En dessous, la zone d'épuration qui est là est plus la survie, plus un peu post-apo, où on est au milieu des déchets, on essaye de s'en sortir avec tout ce qu'on a, avec le peu de tuyaux qu'on peut racler pour manger les herbes qu'il y a dessus. Même en dehors de tout ça, il y a la cité, mais il y a aussi même ce qu'il y a autour, avec la ZUP, qui est remplie justement de gens qui ne peuvent pas rentrer en mégacité, qui n'ont pas ce qu'on appelle une space card, un peu comme une carte d'identité ou un smartphone, qui ne peuvent pas rentrer dans la mégacité, qui sont attirés par cette mégacité. Justement, on en parle comme comme des abeilles près d'un verre de sirop, qui se collent contre les murs de la mégacité avec des immeubles gigantesques, juste pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce rêve. Donc même en dehors de mégacité, il y a aussi... Oui, il y a cette chose intéressante. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette description de cette mégacité dans Doxa, c'est vraiment le fait que, comme tu dis, il y a beaucoup de possibilités de scénario, du fait que c'est très difficile d'accéder en haut, enfin dans la zone d'en haut, donc ça créera plein de défis aux joueurs pour, s'ils ont par exemple une mission qui se passe, la fin de la mission se passe tout en haut de la zone luxueuse, ils vont devoir faire un périple pour trouver les accès à la zone d'en haut, et voilà, je pense que c'est assez cool d'amener ça. Quand on a fait une campagne tous les deux justement pour tester le jeu au fur et à mesure sur les années, on s'est concentré sur la zone mitoyenne, et en fait c'était l'histoire d'un gars qui avait son entreprise, et on a passé énormément de scénarios, peut-être plus d'une vingtaine, à faire en sorte que son entreprise puisse arriver en zone luxueuse et avoir une influence. Des fois son entreprise redescendait, mais on arrivait à capturer de plus en plus de zones, à avoir de
de plus en plus d'influence pour arriver à la zone du dessus. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours un au-dessus. Genre quand tu es dans la zone du dessus, il y a toujours le gratte-ciel qui est plus haut, il y a toujours celui-là, il y a toujours cette entreprise. C'est très difficile d'aller à la tête de la méga corpo. Et puis même au-delà, il y a Nainia que tout le monde te vend comme de la propagande. C'est comme si plus t'avances et plus tu te dis ça se finit jamais. En fait. C'est illusoire. Tu te donnes un faux objectif de dire faut que j'y sois parce que ça sera quand même mieux, tu vois. Genre t'es en zone d'épuration et tu te dis ouais mais c'est chiant parce que je dois toujours survivre, et puis tu vas à la zone industrielle, finalement c'est pareil parce que avec la révolution qui a tout constamment quelle leur misère. Et donc la première partie du livre, ça sera vraiment donc la description de cette mégacité, parce que c'est quand même quelque chose d'important de Doxa. T'as plusieurs narrateurs dans cette première partie qui racontent plusieurs choses, mais t'as aussi des descriptions de mégacorporations. Est-ce que tu peux nous parler de cette première partie dans sa globalité un petit peu? Oui, en fait, la première partie va vraiment se concentrer sur les bases de la mégacité, donc toutes les organisations criminelles, son organisation en termes de politique ou urbain. Et comme tu dis, voilà, on a plusieurs narrateurs et on a plusieurs petites histoires à travers. Et ce qu'on a essayé de faire, de toute façon, c'est le but d'un jeu de rôle, c'est qu'on vous donne des pistes pour créer des scénarios. Donc nous, c'est quand on va décrire une mégacorpo, c'est de toujours mettre un tout petit peu de pistes de qu'est-ce qui pourrait se passer, de petites tensions qu'il y a constamment par-ci par-là. J'avais l'exemple d'une mégacorporation, je sais plus comment elle s'appelle, Garden Wolf. On en avait parlé. Et par exemple, tous les présidents du conseil, enfin les gens qui contrôlent cette mégacorporation se font tuer petit à petit. Et il y en a un ou une, je sais plus si c'est une femme ou un homme, je sais plus. C'est Thelma Coulpi. Thelma Coulpi, oui. Voilà, qui risque sa peau aussi. Donc ça peut donner une idée aux joueurs de est-ce que les joueurs peuvent rentrer directement au MJ, de créer une histoire autour de cette mégacorporation pour imaginer, je sais pas, une tentative d'assassinat ou une mission de secours dans la zone d'épuration, on sait pas, mais voilà, ça donne beaucoup des pistes pour les MJ. Ouais, exactement. Donc, L'idée justement c'est ça, c'est dès qu'on peut apporter des choses qui peuvent donner envie aux gens de découvrir, de présenter des scénarios qui leur font envie. Justement, à la base, ça fait partie même au début de la création de Doxa, ça fait partie de ce qu'on voulait faire. Justement, on parlait des mystères tout à l'heure. L'idée, c'est à la base, ces mystères, c'était déjà juste des toutes petites pistes de scénarios qu'on avait voulu inclure dès qu'on le pouvait. Et finalement, c'est un peu. Et voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne plein de pistes. Et après, le MJ, il choisit ce qu'il a envie dedans. Il choisit la couleur qu'il a envie de donner à cet univers. S'il veut pas jouer dans la zone industrielle, il joue pas en zone industrielle. Alors je sais pas si c'est courant dans le jeu de rôle de faire ça, de donner des mini-pistes, c'est quelque chose qui se fait couramment. C'est le but. On donne des outils pour que tu puisses créer un scénario, et ensuite au MJ d'utiliser ces outils. S'il veut utiliser la clé à molette, il peut. S'il veut pas utiliser les boulons, c'est son problème. Et vous avez décidé de changer un peu la narration pour la deuxième partie, donc de faire quelque chose de moins catégorisé, pour peut-être éviter que ça soit que pour OMJ peut-être aussi de kiffer l'univers en lui-même, sans forcément avoir une description de lieux qui peut des fois être un peu embêtante dans les jeux de rôle, une accumulation de lieux. Donc dans cette deuxième partie, donc on va voir l'histoire de ce protagoniste qui s'appelle Chien. Mais comment vous avez fait du coup pour que les MJ s'y retrouvent? Parce que c'est vrai que si c'est une histoire, on peut se dire ah oui, mais si on a besoin d'une description de tel lieu, est-ce qu'on doit se retaper toute l'histoire et les pages et tout? Voilà, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez mis un système en place pour faciliter la vie des MJ? Déjà, ça passe par un découpage de chapitres. Donc énormément de chapitres. L'histoire dure à peu près 100 pages. Il y a 48 chapitres. Donc c'est très très découpé, comme ça tu peux te repérer très très facilement dedans. Au-delà de ça, parce que c'est pas le seul truc, on a des points de repère en fait qui fonctionnent un peu comme ce qu'utilise Alain Damasio dans La Ronde du Contrevent où il est furtif, où il va utiliser des petits marqueurs pour indiquer qui parle et indiquer ses narrateurs. Nous on fait pareil, sauf que on va à la fois indiquer nos narrateurs avec ces marqueurs-là, mais on va aussi indiquer qu'est-ce qui relève de la description et qu'est-ce qui relève de l'histoire pure. Donc si par exemple un MJ il est en train de jouer et il est en train de se dire moi l'histoire j'ai pas besoin de la lire, moi j'ai besoin juste de la description du lieu, et il va sur ce marque de description de ce lieu, il va tout de suite tomber sur le truc. Alors peut-être qu'il aura une ou deux lignes d'histoire parce que c'est vrai que c'est romancé, mais ça lui permet de se repérer quand même ultra facilement dans une histoire et choper tel village, tel repère, il est dedans. Voilà.
Ça marche, Et du coup, votre volonté de créer la HD2 hors zone éthérée, c'était pour varier un peu avec la mégacité, c'était pour proposer beaucoup de lieux différents, parce que vous avez des zones montagneuses, on peut un peu spoiler, mais je crois que vous avez une zone un peu à la Fortnite où c'est un peu Battle Royale. Non, c'est pas ça? Si. Non, c'est Fortnite, là, les gens ils vont faire what? Non, mais je vois dans le style Battle Royale, plus de Battle Royale, le vrai, voilà. Non, mais voilà, différentes situations, un château fort, voilà, donc je pense que c'est pour ça que vous avez proposé cette zone. À la base de la base, la G2 c'est déjà un gros contraste par rapport à ça. C'est le contraste de la mégacité. Déjà, c'est le noir du blanc de la mégacité. Mais à côté de ça, oui, en effet, tu as raison, c'est aussi quelque chose qui nous permet de créer énormément de proposer énormément d'idées un peu insolites qui justement interpellent les gens, qui vont interpeller les lecteurs en fait. Enfin, oui, tu parlais de cette zone qui se passe dans la région de Calamité, mais il y a 10 régions, et dans chaque région, il y a combien? 4 villages? 5 villages? 3 villages, et une mégacité. Donc tout ça, c'était justement pour permettre à l'imagination des gens de voir ce qui est possible de faire sur Doxa. De voir parce que vu qu'on parle beaucoup de mystère, en fait, le truc, c'est que dans la partie 1, on parle de mystère, mais il y a 2-3 chapitres, on y revient après dans la création de personnages, mais c'est assez rapide. Alors que la deuxième partie, c'est vraiment elle qui montre c'est quoi les mystères dans Doxa. Et c'est tous ces villages, c'est toutes ces petites particularités, c'est de dire, voilà les limites de notre univers. Voilà jusqu'où nous on va pour inventer les trucs. Voilà, nous, nos barrières de l'imaginaire de Doxa. Jusqu'où on peut imaginer la fiction. Pour le coup, c'est vrai qu'on a passé long quand même. Ouais, oui. Et vous avez aimé créer cette histoire dans cette deuxième partie pour conclure sur la deuxième partie. Voilà, c'est une fierté pour vous d'avoir fait ça, d'avoir proposé peut-être quelque chose de différent. Je sais pas si dans d'autres jeux de rôle... Ça se fait pas beaucoup, il y en a qui le font, les Ombres d'Esteren par exemple, qui le font, qui est assez romancé, mais c'est pas courant d'avoir une histoire de 100 pages qui te décrit au fur et à mesure. Ça se fait, et pas un peu rarement, on va dire. Et oui, pour le coup, pour moi c'est une énorme fierté. Pour moi c'est la meilleure partie du livre, c'est elle qui se lit le plus vite possible. C'est elle qui se lit le plus facilement en fait. Et c'est plus agréable de passer dedans que dans la description. Et puis voilà, j'ai juste adoré créer des personnages. Mon but c'était pas juste faire un personnage qui se déplace de village en village, c'était d'avoir un sens en fait, de pourquoi il va là et de ces trucs. Et puis après on passe des fois on change de point de vue, on passe du point de vue de sa fille. Et voilà, c'était vraiment cool de pouvoir imaginer ces personnages et leurs réactions face à ça, parce qu'en fait ce qui était bien de faire plusieurs points de vue, c'est parce que Chien c'est pas un Ethered, les joueurs jouent des Ethered. Donc du coup on a la point de vue de quelqu'un qui est une personne lambda dans Doxa, alors que Ivy, sa fille, elle est une Ethered. Donc on change de point de vue de comment est-ce que les deux peuvent voir cette technologie. Pour moi, le truc qui me plaît le plus dans cette histoire, ce qui fait que je suis très fier qu'elle soit dans le livre, c'est toi qui l'as écrite, on en parle régulièrement. Moi, ce qui me rend le plus fier quand je lis cette histoire, c'est de voir que tu as créé juste de base une bonne histoire. Enfin, de base, juste lire ces 100 pages, c'est une bonne histoire, un bon livre en fait. Donc, avec cette base-là, on peut créer tout cet univers autour. Finalement, c'est tellement intéressant quand tu le lis. Je trouve que je sais pas ce que t'en as pensé. On peut s'auto-congratuler. Non, mais on est fiers de oui, bien sûr. Sinon, on sortirait pas le jeu. Oui, c'est sûr. Voilà. On aime, cette histoire, on a voulu faire en sorte que ce soit une histoire avant d'être plein de régions et plein de villages. On a voulu vraiment que ce soit des personnages auxquels tu peux t'attacher, que nous, on a envie que les gens qui jouent à Doxa nous posent des questions. C'était ma question. Est-ce que vous pensez que les joueurs peut-être prendront peut-être un personnage de cette histoire? Est-ce que vous espérez ça dans les parties Oui. Dans les parties, ouais. Oui, on a même fait un scénario qu'on peut jouer où dedans tu peux rencontrer Chien donc à un événement particulier de l'histoire. Et puis on a aussi comment ça s'appelle, tu peux complètement jouer un des personnages si tu as envie d'y jouer. Puis voilà, on a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient assez attachés à Chien Ivy. Par exemple, j'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé si c'était possible de dessiner Ivy juste pour eux. J'ai dit oui, bien sûr. Donc ça fait plaisir de voir que c'est des personnages qui sont aimés.
On va passer à la troisième partie, donc là on est dans le dur, c'est les règles. C'est Efra là qui a dû bosser comme un fou Toujours dessus, voilà. Mais c'est surtout toi, vous êtes tous les deux, mais je crois que tu as beaucoup bossé sur les règles du jeu. Comment on joue à Doxa? J'imagine que c'est avec des dés, mais voilà, est-ce qu'il y a une particularité, un nom dessus, à mettre dessus? Le nom de notre système de jeu, c'est l'État système. Et il y a plusieurs particularités à Doxa, mais la chose qui est la plus importante à comprendre, c'est que notre système se veut narratif, notre idée c'est de créer un jeu de rôle narratif qui fait qu'on n'est pas obligé de tout le temps se référer aux règles du jeu pour juste faire une action lambda. L'idée c'est de permettre aux MJ et aux joueurs d'avoir des interactions intéressantes et facilement exécutables. Et donc il y a différentes, mais ça reste quand même un jeu de rôle cyberpunk, donc il y a quand même des difficultés qui vont être présentées aux joueurs. Une des choses qui représente le mieux ça, c'est le système de sacrifice. Un joueur sur Doxa, s'il a du mal à effectuer une action, parce qu'il va être principalement très mauvais dans presque tout ce qu'il fait, s'il a du mal à effectuer une action, il peut se sacrifier des points de vie ou de l'éther, ce qui est aussi une autre jauge sur Doxa. Il peut s'améliorer le temps d'une action. Il y a différents types de sacrifices, il n'y a pas que ça. Mais c'est un peu une des possibilités qui permet de créer différentes interactions entre les joueurs et aussi de pousser un petit peu, un petit peu la difficulté aussi. Faire en sorte que ce soit un peu stratégique, c'est-à-dire t'as cette situation que t'arrives pas à faire parce que t'as tes valeurs qui sont assez basses et tu te dis est-ce que je peux me permettre de sacrifier? Est-ce que je peux me permettre ça? Est-ce que je peux me permettre d'équiper cette puce, de faire ci ou ça? Et c'est ça qu'on a envie que le joueur se pose constamment cette question. Est-ce que je peux le faire? Et du coup, ça crée toujours des situations où au début, les joueurs sont toujours non, t'inquiète, je vais pas faire de sacrifice. Alors qu'à la fin, ils se disent bon, on va tout sacrifier. Et ils font tous ça d'un coup. Et c'est marrant de voir les stratégies que les joueurs ils amènent. Au fur et à mesure. On va parler chiffres. Combien on peut jouer à Doxa? Combien il y a de classes? Combien il y a de races? On peut parler de races. Je ne sais pas si on peut parler de races ou d'archétypes. Métatypes. Voilà, un peu chiffre. Voilà. Déjà, on peut commencer par combien je joue Doxa? C'est un peu bête comme question. Doxa, nous on l'a prévu pour que ça se joue à 3 joueurs. Normalement, le jeu de rôle c'est entre 4 et 5. Nous on est plus de 3 à 4. Et même on a fait partie à 2, mais 3 pour nous c'est l'idéal pour jouer à Doxa. Avec un MJ, un MJ plus 3 joueurs. Oui, un MJ plus 3 joueurs. Donc, voilà. Et il faut déjà avoir 3 amis, parce que moi j'en ai que 2. Merde, on fait comment? Michel, viens! T'es où? Non mais oui, on peut y jouer à 3. Ensuite, niveau des métatypes, on en a 7, si je dis pas de bêtises. C'est 7 ou 6? Il y a peut-être un métatype caché. Non, je cru qu'il y avait de la musique qui commençait derrière, que je te perturbais. Non, on a certaines. Bon, sinon, t'as 10 heures de combat. Je vais pas tout les faire, mais t'as des samouraïs, des boxeurs, t'as des gens qui utilisent de la drogue. J'aime bien celui-là. Ça me fait penser un peu, tu sais, dans Batman, l'épouvantail, l'épouvanteur, je sais plus comment ça. L'épouvantail? Non, c'est pas ça? Je sais plus le nom, mais c'est eux, je vois. Tu sais, il a des seringues au bout des doigts. C'est ça. Et là, on a un pistolet à seringue. Ouais, c'est ça. Et on tire à distance pour infliger des drogues, soit pour soigner, soit pour. Je sais pas si tu penses à une classe, une classe qui est en fait les créateurs. Les créateurs, donc des gens qui peuvent invoquer des espèces d'animaux qui peuvent se battre avec eux et qui les utilisent parfois pour faire sauter leurs propres animaux sur les gens. Ouais, ça, kamikaze, un peu les chiens kamikazes en fait. Et ça me faisait penser à quelque chose, donc ça c'est fait pour être joué au long terme en fait. Voilà, pour les joueurs qui veulent continuer leur partie, garder leur puce, voilà, c'est. On n'a pas fait un univers aussi grand. Vous pouvez jouer qu'une partie. Non mais après est-ce qu'on peut aussi jouer qu'une partie si on veut? Voilà. Tu peux jouer qu'une partie et oui totalement si ça te plaît, mais donc ça a été aussi conçu pour faire en sorte que tu puisses explorer tout le monde extérieur, que tu puisses visiter plein de choses et justement on a un deck de plus de 100 cartes, normalement c'est assez pour pouvoir jouer. Et donc voilà, normalement les joueurs doivent avoir entre 3 et 5 cartes par partie, vraiment grand max. Donc ça fait quand même pas mal de parties sur 100 cartes, surtout que voilà, si le financement participatif est réussi, on pourra en faire d'autres, évidemment, des
cartes pour encore allonger la durée. Comment se passe une partie en résumé, voilà, est-ce qu'on peut, en allant vite, hein, parce que sinon ça va prendre du temps, mais voilà, comment ça se passe pour les cartes, lancer de dés, voilà, est-ce qu'on peut résumer très rapidement une partie? Alors, déjà en fait c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de partie type, puisque sur Doxa il peut y avoir des parties où il n'y a absolument pas de jet de dés, ce qui est le cas d'ailleurs sur une partie qui est sur le financement participatif. Et dans le livre aussi. Et dans le livre. Et en fait, du coup, c'est un peu compliqué de juste dire, c'est vraiment ce type de jeu. Justement, l'idée, c'est qu'on peut jouer à Doxa de plein de façons différentes. Après, dans une partie normale, on va avoir 3 ou 4 plus, on va avoir un mystère à découvrir. S'il est découvert, on obtiendra des points d'exploration qui pourront être utiles pour les joueurs à s'améliorer pour les parties d'après. On va avoir, durant une partie, les joueurs vont se sacrifier. Généralement, ils vont arriver à ça de la mort à la fin de leur partie, même avec 1 ou 2 morts à la fin, ou que des morts. Il y a des scénarios qui se finissent avec tout le monde qui meurt, mais généralement c'est pas négatif, hein, ça peut être tant que la fin est satisfaisante. Oui, c'est ce qu'on a fait sur un scénario qu'il y a dans le livre. On dit à la fin, vos personnages n'existeront plus, c'est sûr et certain, vous le savez de base, mais justement le but c'est de savoir comment est-ce que tu vas mourir. Donc voilà, il y a juste... il y a quand même ces quelques petites lignes guides. Hein, voilà, attention, train de Midgard. Avec les sacrifices et tout ça, mais l'idée c'est de pouvoir vraiment créer des scénarios qui intéresseront les joueurs et les MJ dans cet univers. Après, que ce soit très dur ou très calme, ça dépend uniquement de comment tu crées ton scénario sur Doxa, parce que tout est là, tous les outils sont là. Ouais. D'ailleurs, donc voilà, on a conclu sur les 3 parties du livre un petit peu. Vous vous lancez dans un financement participatif, pourquoi et qu'espérez-vous, les paliers, voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de tout ça? Déjà, le premier palier qu'on essaye d'atteindre, c'est juste le financement du livre. L'idée, c'est qu'on va proposer, dès le lancement du financement, on va donner notre livre à tout le monde avec toute la partie univers gratuitement, sans mise en page. Et l'idée, c'est qu'après, on puisse avec ce financement participatif, qu'on puisse créer un livre physique avec complètement mis en page, avec des illustrations, avec le jeu de cartes. C'est tout ça pour vous. Et donc le premier palier c'est celui-là. Après, quand on va monter au fur et à mesure, on va essayer d'ajouter des illustrations, mais aussi d'ajouter des choses pour les gens qui vont nous aider. On va rajouter du contenu comme une lettre secrète, on ne veut pas trop parler, ou d'autres. Bon, bien plus loin, il y a aussi d'autres cartes ou des choses comme ça. Il y aura du contenu en plus pour les gens qui vont dessus. En fait, le but du financement participatif, nous l'univers, le livre, tout est écrit déjà. Nous, on a déjà pas mal d'illustrations, mais on n'a pas assez pour pouvoir faire un beau livre, parce qu'à la base, c'est vrai que les livres de jeux de rôle sont des beaux livres, parce que c'est vrai que vu que tu dois inventer des scénarios dans un univers, c'est ultra pratique de pouvoir se repérer avec les visuels. C'est un livre de règles qui fait 300 pages sans illustration, c'est extrêmement austère et c'est très difficile de se repérer dedans, de voir où t'en es. Alors que là, tout de suite, avec une image, tu peux comprendre c'est quoi l'univers, où est-ce qu'on est, comment tu fais jouer. Oui, je vous avais fait appel à, je sais pas si vous avez fait appel à des graphistes. Oui, j'ai vu d'ailleurs quelques petits morceaux, c'est assez beau, donc c'est vrai que ça peut être un bel objet. Voilà, c'est un peu pour faire kiffer les gens qui vont aimer Doxa. C'est vraiment d'avoir, je crois que c'est aussi beau d'avoir dans le jeu de rôle, quelque chose de physique, des cartes, un livre pour se baser sur quelque chose. C'est vrai que c'est quand même plus sympa, quoi. Justement, pour les gens qui vont décider de nous aider, on essaye aussi de proposer des choses qui pourront peut-être aussi leur faire plaisir, avec des dés personnalisés, un écran de MJ, une map, des choses. On essaye aussi de faire plaisir un peu à tout le monde. Parce que vous ne pouviez pas financer, j'imagine, l'impression tout seul de livres sans savoir le public si ça allait plaire ou pas, quoi. On ne peut pas se lancer comme ça avec nos propres moyens, parce que déjà, on est étudiant, on n'a pas grand chose. On a déjà fait notre maximum pour pouvoir avoir le plus d'illustrations qu'on peut. Malheureusement, on est arrivé un peu au maximum. Mais c'est que maintenant, il nous manque 120 illustrations. 120 illustrations, c'est énorme. Ça dépend des illustrations, mais il y en a qui les minimums d'illustration en général c'est 200 € et ça peut monter jusqu'à 1000 €. Pour les vraiment grandes illustrations, par exemple, nous ce qu'on aimerait bien faire c'est une carte du monde extérieur
Parce que là, on a une carte des mégacités, mais on aimerait bien une carte du monde extérieur avec le tracé de chien qui sera illustré au fur et à mesure. Et donc ça, c'est une illustration qui nous coûtera 900 € par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un financement participatif. On n'a pas les épaules pour ça, on n'est pas une maison d'édition. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura répondu à beaucoup de questions par rapport à tout ça. Merci aussi à Benjamin de la chaîne SF Theory de nous avoir suivis. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir dans la lien dans la description. Et également, du coup, si ça vous a plu, d'aller sur le financement participatif de Doxa, ce serait super. Et puis merci à GeoProd pour le studio. Voilà. À plus. Merci encore à Geek Me More d'avoir sponsorisé cette vidéo. Geek Me More, c'est le premier site de rencontres pour geeks français, avec plus de 250 000 inscrits. Vous pourrez bénéficier de 3 jours gratuits en utilisant le code NOVACORP, tout attaché. J'espère sincèrement que vous pourrez trouver des amis, ou même peut-être l'amour, sur Geek Me More. Tenez-moi au courant, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur Doxa et NovaCorp, et merci d'avance de votre soutien.